Oslo 31 août est un film de Joachim Trier, adaptation du roman de Pierre Drieux La Rochelle, Le Feu follet, paru en 1931. Le roman compte les dernières heures d'un toxicomane sorti de cure, dont les désillusions accumulées ne pourront que confirmer le dessein suicidaire. Dans le film, la question suicidaire plane en filigrane de la souffrance psychologique et des addictions d'Anders. De sa solitude au fil des rencontres d'un jour, une lecture clinique permet un diagnostic, celui de la mélancolie. Alors Jeanne, alors Doc, c'est quoi la mélancolie ? La mélancolie, c'est cette célèbre phrase de Freud. L'ombre de l'objet tombe sur le moi et l'obscurcit. Mélancolie, bah non, ça y est pas. Mais t'es sûr que ça existe vraiment, la mélancolie ? Si tu sortais un peu la tête de tes bouquins, enfin de ce bouquin, tu serais peut-être davantage sensible à la métaphore. La phrase de Freud nous laisse à penser davantage que les cases de tes manuels diagnostiques. L'image de l'ombre de Freud est parlante au regard de ce que nous montre Anders dès les premiers instants du film. Il est là sans être là, comme errant dans sa propre existence où il ne semble pouvoir se saisir de rien. Très vite, le vécu de solitude est intense. Rien ne nous permet de le sentir en lien. Dans le cas de la mélancolie, on parle de perte sans objet. À cet égard, la mélancolie est à considérer comme une psychose. Le sujet et l'objet sont indifférenciés. Durant cette journée, Anders est entouré. Il va de rencontre en rencontre. Mais ça ne marche pas. L'autre demeure absent, comme Anders est absent à lui-même. D'ailleurs, l'espoir est toujours placé en celui ou celle qui n'est pas là. Et l'a-t-il déjà été ? Sa sœur lui pose un lapin, Thomas ne vient pas à la fête, Iseline ne répond pas au téléphone. Ces appels sans réponse sont là comme l'automatisme d'un geste qui ne s'adresse finalement à personne. La répétition mortifère qui le confronte à un manque intolérable. Iseline, l'amour perdu, serait la tentative de donner une forme à la perte, un visage à l'objet. Mais Anders a-t-il encore seulement l'espoir que quelqu'un décroche au bout du fil ? Ah, ça y est, j'ai trouvé. La mélancolie correspond au syndrome dépressif sévère, la sévérité reflétant l'intensité des symptômes de la dépression. Dans sa présentation, Anders semble effectivement être spectateur du monde environnant. Il apparaît relativement inhibé sur le plan moteur, avec parfois une latence dans ses réponses. À d'autres moments, Anders est envahi d'émotions subites qui le submergent et font apparaître une douleur morale manifeste, par les expressions de son visage, mais aussi par une relative impulsivité dans ses comportements. Dans le discours qu'il partage avec son ami Thomas, Anders fait référence à sa solitude. Il y associe déjà une certaine anesthésie, une perte de sensation et donc de plaisir, mais également l'absence de projection, de motivation ou d'envie à s'inscrire dans la vie. L'univers d'Anders se teinte alors de pessimisme. Oui, la souffrance morale d'Anders est manifeste, et on peut d'ailleurs se poser la question du déclenchement de ce mouvement dépressif. On ne sait pas bien qui était Anders avant son entrée en cure. L'histoire à laquelle on a accès se borne à son identité de fêtard, de drogué et de dealer. Le film commence par une énumération de souvenirs, d'impressions et sensations d'enfance décrites par différents personnages. Ce qui contraste ensuite avec la journée d'Anders, où rien ne recolle aux souvenirs teintés d'affect comme lien possible avec le passé, comme si accéder aux souvenirs revenait à intégrer l'objet, celui de la perte. En identifiant l'objet de la perte, on peut penser qu'un travail de deuil pourrait s'amorcer, permettant au sujet de se détacher progressivement de l'objet perdu. Le sujet va trouver une forme de compromis face à l'intolérable de la perte. Continuer à vivre après l'épreuve d'un deuil, c'est se sentir en partie grandi et transformé des traces que l'objet perdu aura laissées en soi. C'est cette transformation interne qui permet l'accès à de nouveaux investissements, de nouveaux attachements. Mais ce processus est comme paralysé chez Anders. Sa conviction le tient loin des autres et de la réalité. Mais dis donc, mais c'est vachement balèze ton truc. Mais faut pas croire, mon bouquin aussi, il en parle du rapport à la réalité, c'est écrit là. Syndrome dépressif sévère avec symptômes psychotiques. La composante psychotique est à mettre en lien avec la profondeur de la dépression. L'intensité des symptômes dépressifs d'Anders le plonge dans des sentiments excessifs d'autodépréciation et de culpabilité délirante. Il n'est plus accessible à la réassurance de son ami qui tente de l'amener à une accroche dans la réalité commune. Mais une vision noircie et fatale de l'existence envahit et parasite toute capacité de fonctionnement lucide de la pensée d'Anders. Et c'est justement à ce niveau de profondeur de la dépression, de ce qu'elle peut agir en souffrance morale, en idée de culpabilité, en absence de projection, de solution, que se constitue le risque suicidaire. Tout à fait. D'ailleurs, le film pointe rapidement les velléités de suicide d'Anders. Depuis sa tentative manquée de noyade, on peut penser que l'idée de la mort ne le quittera plus, jusqu'à la mise en scène finale sur son lit d'enfant. Les comportements autodestructeurs d'Anders semblent avoir en quelque sorte épuisé ses proches, qui en réaction en sont venus à désinvestir le lien pour mieux s'en protéger. Tenkte ofte på det kunne skje noe med deg. At noen plutselig bare skulle ringe og si at nå Anders satt en overdose, liksom. Og etter det med Iselin så ble jeg nesten sikker på at nå skjer det. Nå mister jeg Anders, liksom.
trakk meg nok litt unna der, da. Thomas se préoccupe des menaces suicidaires clairement exposées par Anders. Mais son absence à la soirée à laquelle il l'a lui-même invité prouve bien la distension du lien, sans doute renforcée par le fait que jusqu'ici, jamais la menace n'avait été transformée en mort dans la réalité. Il est important de préciser ici que le suicide n'est pas un choix. Il s'agit d'une solution envisagée pour faire cesser la souffrance. Dans le cas du mélancolique, le suicide correspond aussi à l'ultime violence infligée par le sujet à lui-même et en cela à l'objet incorporé. C'est-à-dire que la crise suicidaire implique une certaine déréalisation. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi, très cher. Tu fais bien d'ailleurs de pointer cette notion de crise suicidaire. C'est en réalité une fenêtre de crise psychique dans laquelle l'idée suicidaire peut prendre forme et se propager jusqu'à une finalité redoutée. Il est donc capital de pouvoir repérer précocement la souffrance morale, en général en rupture avec un état antérieur. Il faut créer un climat de confiance et aborder directement et explicitement la question du suicide, afin de pouvoir mieux évaluer le risque suicidaire vis-à-vis de facteurs défavorables tels que la permanence d'une idée de mort, un scénario suicidaire, une impulsivité ou encore l'utilisation d'alcool ou autres toxiques qui viendraient précipiter le passage à l'acte. La question suicidaire est plus large que celle de la dépression mélancolique et elle concerne a priori toutes les pathologies mentales. Bon, on peut peut-être revenir à Anders, non ? Tu parlais des facteurs de risque et de la toxicomanie. Alors si on considère que son histoire avec l'héroïne est inhérente à la mélancolie, est-ce que le soigner de sa dépression reviendrait à le guérir de son addiction et donc de prévenir davantage de risques suicidaires ? Oui et non. Enfin, c'est pas aussi mécanique que ça. Dans le cas d'Anders, on ne peut pas réduire la toxicomanie à une simple conséquence de sa dépression. Par les représentations que ceux qui le connaissent ont de lui, on voit combien la relation au toxique marque dans son histoire une véritable identité pour Anders. Le sevrage, qui correspond à l'élimination physique du produit, doit aussi être accompagné psychiquement, eu égard à l'équivalent d'amputation d'une partie de soi que représente l'arrêt des consommations. Au sevrage correspond une forme de dépression, en lien avec la perte, celle d'un objet tour à tour investi, aimé, puis détesté, mais qu'on a néanmoins appris à reconnaître comme indispensable. Un peu comme les histoires d'amour. Dans le cas d'Anders, on voit bien qu'il a été dans un premier temps, en quelque sorte, protégé par l'institution qu'il a accueillie. On voit ensuite combien son relargage dans la société a pu le rappeler aux souvenirs toxiques, sous la forme de ce qu'on appelle le craving, une sensation réflexe renvoyant à l'envie irrépressible de consommer. Det første jeg tenker da, det at dette her kommer jeg til å kjøpe heroin for. Det bare popper opp i hodet mitt som et instinkt eller noe. Jeg orker ikke å begynne på det der, det bare ikke noe option. Alors, comme scénario suicidaire, Anders va acheter l'héroïne en quantité 2 fois supérieure à celle consommée avant son sevrage, ce qui correspond à une mort par overdose, plongée doucement dans les bras de morphine. D'ailleurs, l'héroïne en poche, Anders ne cherche plus Isoline. L'incapacité à se réapproprier les souvenirs laisse définitivement la place aux sensations et à l'extase que lui procure pour la dernière fois l'ivresse et la musique de la fête.